Au sommaire de ce journal, construction et urbanisme, le ministre Bruno Nabagné-Koné dresse un bilan satisfaisant de son département ministériel. Nous y reviendrons. Journée nationale du producteur du coton et de l'anacarde 2025. Des outils de production remis aux producteurs de coton et de l'anacarde. Filière café-cacao. La centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire condamne le trafic illicite des fèves vers les pays voisins. Pour terminer, l'artisanat. L'acte 2 d'Expo et Grain d'art veut rapprocher l'art de l'éducation. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa, c'est l'heure du journal. Ouvrons cette édition avec une information sur la construction et l'urbanisme. Le déjeuner de presse institué depuis plusieurs années par Bruno Nabagné-Koné a tenu ses promesses une fois de plus. À l'occasion de ce moment qui a rassemblé les hommes de médias, le ministre a dressé le bilan de son département ministériel au titre de l'année 2024 et s'est prononcé sur les perspectives de 2025. Nos reporters Anja Semien et Marie Siri ont participé à cette tribune d'échange. Suivez. Bruno Koné connaît bien cet exercice, passer en revue les actions menées par son département ministériel. Au titre de l'année 2024, il a fait la lumière sur les grandes réformes entreprises et leurs effets bénéfiques sur les secteurs du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire. En 2024, le ministère a reçu 621 recours administratifs préalables. Sur les 621 qui ont été reçus, 620 ont fait l'objet de rejet. Donc, il n'y a qu'un seul qui a été jugé acceptable et qui a fait l'objet de traitement. À peu près 80 plans directeurs d'urbanisme qui sont en cours d'élaboration en même temps sur toute la Côte d'Ivoire. L'ADU, aujourd'hui, est la résultante d'une réforme profonde de simplification, de sécurisation des actes du foncier urbain et vise uniquement, comme précédemment l'attestation villageoise, donc en cela rien n'a changé, vise uniquement, comme précédemment l'attestation villageoise, à reconnaître les droits d'usage coutumiers aux bénéficiaires des lots. Donc vous voyez bien qu'à ce niveau, rien n'a changé. Les droits d'usage sont reconnus aux mêmes personnes, aux mêmes entités. Les signatures sont faites par les mêmes personnes, par les mêmes entités, mais l'avantage, il est immense. À l'ordre du jour, les priorités pour 2025. Pour relever les défis du logement, le programme de 25 000 logements d'urgence en location-vente a été lancé et suit son cours, ainsi que le programme élargi de logement et d'aménagement foncier évalué à 400 milliards sont entre autres les perspectives du ministère de la Construction. Je pense que c'est vraiment à ce prix-là qu'on va commencer à avoir un cadre urbain plus harmonieux et je peux vous assurer que nous en faisons une vraie priorité en 2025. Au niveau construction, nous allons poursuivre les chantiers de l'État. En 2025, déjà au premier trimestre, je pense que nous aurons terminé la partie visible extérieure de la Tour F. Donc nous allons travailler à son achèvement. Et puis, comme j'ai dit, je souhaitais faire simple, la dernière priorité, c'est vraiment l'accès au logement et l'amélioration du cadre de vie. L'accoutumé déjeuner de presse du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a été un succès. Au sortir de cette rencontre, 4 journalistes ont reçu le prix BNK de l'année 2024. Comme annoncé en titre, clap de fin des Journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde 2025, organisé les 17 et 18 janvier 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Cette première édition des JNPCA visait à célébrer les producteurs de l'or blanc et de la noix de cajou. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de moyens de production aux acteurs des filières dans une dynamique d'amélioration des rendements et de valorisation durable. Retour sur cette édition axée sur l'excellence et la durabilité avec Konena Nourgo.
Les journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde 2025 se sont achevées en apothéose le samedi 18 janvier 2025. Occasion idéale pour le ministère de l'Agriculture de primer les meilleurs acteurs des filières coton et anacarde, mais mieux, de doter les producteurs d'équipements de production. Ce sont des tracteurs, des tricycles et bien d'autres moyens qui ont été offerts aux producteurs par le ministère à travers le Conseil du coton et de l'anacarde. Une dotation visant à conforter la position de la Côte d'Ivoire en tant que premier producteur mondial de noix de cajou et deuxième producteur africain de coton. Il était pour nous temps de rendre hommage aux artisans du développement de notre pays. Et parmi ces artisans, il y a bien sûr les producteurs du coton et de l'anacarde. On leur a rendu hommage. Tout à l'heure, nous avons remis des tracteurs, nous avons remis des véhicules de type transport. Nous avons également remis des tricycles à tous ceux qui ont été primés. C'est une occasion pour nous de les mobiliser à travailler davantage et à faire en sorte que nous soyons toujours champions dans le domaine de la noix de cajou, pourquoi pas dans le domaine du coton. Les producteurs, au cœur de ces succès, ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à relever les défis. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie l'État, je remercie tous nos planteurs, je remercie tous les acteurs qui sont dans la filière. Vraiment, je suis très content par rapport à ce qui a été fait pour le planteur. Je souhaite que les agriculteurs font plus d'efforts pour améliorer la production, pour qu'on ait un bon revenu. La cérémonie de clôture des JNPCA 2025 a ainsi réaffirmé l'engagement de tous les acteurs pour une agriculture ivoirienne plus forte, durable et compétitive. Parmi les acteurs incontournables en exposition au JNPCA, il y avait le groupe CITA, la première entreprise de transformation et fournisseur de noix de cajou de Côte d'Ivoire. Avec plus de 30 ans d'expérience, le groupe a raflé lors des JNPCA 2025 le prix Thiemoko Meïle Koné de la meilleure société transformatrice de la noix de cajou. Une expertise que le groupe a exposée lors de ces journées. On en sait davantage toujours avec nos reporters. Nous avons été appelés à l'initiative de notre autorité, le Conseil coton anacarde, pour dire après réflexion et sur autorisation de son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara, et sur acceptation et proposition également du vice-président M. Thiemoko Meïle Koné et le Premier ministre, le DG a bien voulu organiser une journée d'hommage aux acteurs. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté et en même temps d'humilité que je me tiens devant vous. Je remercie d'abord Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce jour. 38 ans d'expérience aujourd'hui. Depuis 1987, nous sommes dans cette filière. La durabilité, nous l'avons vue depuis très tôt, parce que nous sommes convaincus que sans transformation, on n'a pas de durabilité. On aura fait un travail inachevé. Et donc très tôt, depuis 2000, donc aujourd'hui 25 ans, nous avons lancé la transformation et fait les produits finis, comme vous voyez les sachets verts sur le marché, c'est-à-dire depuis la production jusqu'au consommateur. Pour dire que c'est à cela que nous pourrons avoir le retour sur investissement. Et nous avons cru à ce que nous avons vu ailleurs. Et nous disons que c'est une opportunité pour nous et pour nos parents d'avoir une autre spéculation
autre que le riz, autre que le coton, pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Et aujourd'hui, 38 ans après, nous disons qu'on n'a pas eu trop tôt raison et que c'était une réalité. Et l'impact est tellement présent et pour le pays et même dans les contrées. Vous allez voir aujourd'hui, au nord comme au centre, vous cherchez les maisons avec des pailles. Parce que c'est le fruit du travail des producteurs. Eux-mêmes, ils se sont construits les maisons en dur pour valoriser l'immense travail d'infrastructure que le président de la République a bien voulu mettre à nos dispositions. Ce prix représente beaucoup pour moi. Ce n'est pas la première nomination et puis ce n'est pas la première fois que je reçois un prix. Mais ce prix particulièrement me fait honneur. Parce qu'il n'y a rien de tel pour un entrepreneur comme nous, résilient comme nous, exerçant dans un métier aussi difficile comme la noix de cajou, d'être reconnu, reconnaître tes mérites par l'État. Intéressons-nous au secteur café-cacao. La CESA Côte d'Ivoire, entendée Centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire, a récemment animé une conférence de presse à son siège à la Riviera Faya. Au cœur de la rencontre, plusieurs problématiques dont le trafic illicite des fèves de café-cacao vers les pays voisins et l'orpaillage clandestin. Après avoir évoqué ces actes qui engendrent un véritable manque à gagner pour le pays, la CESA Côte d'Ivoire a dressé une liste de propositions devant permettre de solutionner ces problèmes. On écoute le président de la centrale. Nous dénonçons ce trafic en tant que citoyens et syndicalistes, parce que nous estimons que nous devons lutter tous pour l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que pour certaines questions, nous souhaitons que la marge bénéficiaire ou différentielle de ramassage, qui est de 100 francs en ce moment, soit revue à la hausse, au moins à 500 francs. Nous demandons toujours aux producteurs agricoles de ne pas se faire complices des trafiquants, mais aussi aux autorités administratives, judiciaires et sécuritaires que disent à certaines autorités de ne pas cautionner et faciliter le trafic illicite du cacao. On sait d'abord que l'administration ivoirienne est constituée d'agents intègres pour une conscience professionnelle, pour servir et non se servir. Au-delà de l'actualité de ces derniers jours, ponctuée par la mise en cause de quelques agents du service public, nous devons ensemble faire front contre ce fléau qui gangrène dangereusement notre économie. Nous subissons beaucoup de désagréments dans nos activités de lutte contre la fuite du cacao. Agressions physiques, menaces de mort, tentatives de mort. Toutes nos plaintes sont en souffrance tant dans les brigades de gendarmerie que dans les tribunaux, etc. C'est un travail très risqué que nous faisons sur le terrain. C'est pourquoi nous appelons l'État ivoirien à nous accompagner véritablement pour des moyens financiers, par des moyens financiers et matériels roulants. Au niveau de la sécurité, il faut que la police, la gendarmerie et la douane fassent également leur travail en protégeant nos délégués de sorte à ce que ces derniers ne soient pas exposés à des agressions. Et nous poursuivons ce journal avec le coup d'envoi de la pêche et de l'aquaculture, une plateforme dédiée aux échanges et à l'innovation dans le secteur halieutique. Cet événement vise à promouvoir les bonnes pratiques et les avancées technologiques en matière de pêche et d'aquaculture dans l'optique de renforcer la sécurité alimentaire et d'encourager une exploitation durable des ressources. Pour cette première édition, le salon se penche sur le thème développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Quelle politique et stratégie? Julien Scanon et Christian Guilly. Célab Ficherie Expo 2025, un rendez-vous stratégique pour l'avenir de la pêche et de l'aquaculture. C'est un salon qui se veut une vitrine d'innovation où seront présentés des produits, des services et des technologies de pointe liées à la pêche et à l'aquaculture. L'événement sera rythmé par des conférences animées par des experts de renommée nationale et internationale qui aborderont les défis
et les opportunités du secteur. Durant ces 3 jours, nous aurons l'occasion de participer à des conférences de haut niveau où les experts nationaux et internationaux pourront partager leurs visions et recommandations sur les thématiques clés. Nous pourrons découvrir les innovations technologiques qui transforment nos pratiques. Nous pourrons également renforcer les partenariats dans le secteur privé, public et mettre en lumière les opportunités d'investissement dans la filière halieutique ivoirienne. Au nom de Next Sustainable Initiatives, je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement ivoirien, en particulier Monsieur le ministre et le ministère des Ressources animales et halieutiques, pour son accompagnement constant. Ce premier salon s'inscrit dans une dynamique ambitieuse, renforcer la souveraineté alimentaire et mettre en lumière l'expertise ivoirienne à l'échelle internationale. Le secteur halieutique occupe une place stratégique dans l'économie nationale, mais doit faire face à plusieurs défis majeurs. La surexploitation des ressources, les effets du changement climatique et la pêche illicite. Nous, en tant que ministère, notre rôle, c'est de mettre en place ces différents espaces, les cadres, pour que vous puissiez vous rencontrer, échanger et vous développer. C'est à vous de porter le développement du secteur. C'est à vous de porter l'avenir de la souveraineté alimentaire en protéines halieutiques. Et c'est pour ça que je vous engage tous et toutes, autant que vous êtes, à être présents. Au-delà des échanges et des réflexions stratégiques, cette première édition sera également marquée par des démonstrations de techniques innovantes en matière de pêche et d'aquaculture. Immersion dans l'univers médiatique. Les acteurs ou structures du secteur de l'audiovisuel ivoirien seront valorisés pour leur travail. L'information a été rendue publique le week-end dernier lors de la conférence de presse initiée par les promoteurs du dîner gala des acteurs de l'audiovisuel. À cet événement prévu en février, les acteurs de l'audiovisuel seront honorés pour leur contribution à l'innovation digitale. Des précisions avec Anja Sémian. Ils seront à leur tour sur scène et devant les objectifs des caméras. Les acteurs et aux structures du secteur de l'audiovisuel exerçant sur le territoire ivoirien. À la première édition du dîner gala des acteurs de l'audiovisuel, ce sera l'occasion de les célébrer, ces héros de l'ombre. On a constaté depuis plusieurs années que les acteurs de l'audiovisuel, tels que les photographes, les web TV, les caméramans, les créateurs de contenu et autres, qui par leur art et leur talent participent au succès des événements, ne sont pas honorés à leur juste valeur. Et nous avons décidé d'organiser ce dîner gala-là qui vise à honorer tous les acteurs de l'audiovisuel en créant un cadre de réseautage, de partage des dîners, de fêtes et surtout de remise de prix pour les célébrer, pour les honorer, tous les acteurs de l'audiovisuel. Au cours de ce dîner, des prix seront décernés à 25 des acteurs de l'audiovisuel, un prix d'ambassadeur de l'audiovisuel pour célébrer les icônes et les dévanciers du milieu. Il sera aussi l'occasion de se mettre à jour sur les nouvelles technologies de l'audiovisuel, de tisser un réseautage entre les acteurs du milieu et leur permettre ainsi de travailler en synergie. Donc pour nous, c'est une opportunité pour les célébrer pour une fois qu'ils aient. Et nous savons même que pendant cette occasion, d'autres seront encore au travail. Mais pour ceux qui seront nominés, ce sera une opportunité pour nous de les célébrer. Et c'est pour vraiment cette raison-là que nous avons voulu accompagner cette aventure. Et nous savons aussi que les jeunes regorgent de beaucoup de talents. C'est une opportunité aussi pour nous de faire valoriser, de faire connaître ces talents, de sorte que les autorités puissent avoir davantage une oreille attentive à leur cri de cœur. Rendez-vous est pris face caméra le 7 février 2025. Le dîner gala des acteurs de l'audiovisuel enregistrera pour cette première édition 150 acteurs exerçant entre autres dans la photographie, le cadrage, l'ingénierie de son, le montage, la réalisation. Toujours dans le domaine médiatique, l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire a tenu sa 7e assemblée générale élective récemment à la Maison de la Presse. Cette rencontre a permis de dresser le bilan après plusieurs années marquées par de nombreux défis. À l'issue de cette assemblée, Jean-Marc Tonga a été élu président pour un mandat de 3 ans. Il aura la charge de diriger l'UJOCSI et de poursuivre ses engagements en faveur du journalisme culturel en Côte d'Ivoire. Découvrons son plan d'action dans ce reportage signé Timan Traoré et commenté par Alan Itoua. Élu le samedi 18 janvier, avec 76,93% des voix,
Jean-Marc Tonga devient le nouveau président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Jean-Marc Tonga succède ainsi à Philippe Kla après 2 mandats de 3 ans. C'était lors de sa 7e assemblée générale ordinaire élective à la Maison de la Presse au Plateau. Occasion pour le nouveau président de remercier ses collègues pour leur confiance et appeler à l'union pour bâtir une UJOCSI plus forte. Nous avons choisi d'ailleurs le slogan « Plus fort ensemble » pendant la campagne. Et c'est ensemble qu'on va être fort pour faire rayonner l'UJOCSI. Donc, renforcement des capacités, formation, ça c'est la priorité pour aboutir à ce qu'on a appelé valoriser à nouveau le journalisme culturel en Côte d'Ivoire et le journalisme culturel de Côte d'Ivoire. Au poste de commissaire aux comptes, César Kwame, seul candidat, a été élu avec 96,1% des voix. Pour sa part, Philippe Kla, président sortant, a présenté un bilan jugé positif malgré les nombreux défis rencontrés dans la gestion. Avec beaucoup de fierté parce que j'estime qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et ce travail il a permis qu'on ait cette manifestation où il y a eu jusqu'à 2 candidats. Et la campagne qui a duré 2 semaines a été très bouillante. On a vu tout ce qu'il y a eu comme enjeu. La 7e assemblée générale ordinaire élective à la Maison de la Presse au Plateau s'est tenue sous le regard de Eliane Hervaux, représentante de la ministre de la Culture, Françoise Remarque, qui a réitéré le soutien du ministère au nouveau bureau élu. On parle encore davantage de culture, c'est parce qu'il y a des journalistes culturels, sectoriels, qui ont pris à bras le corps de parler de la culture, de faire sa promotion, de contribuer à sa valorisation. L'UJOCSI entame une nouvelle ère sous la présidence de Jean-Marc Tonga avec l'ambition de relever les défis du journalisme culturel en Côte d'Ivoire. Autre information aussi importante, la galerie Kinom, en collaboration avec l'école Jules Verne, a organisé la 2e édition de son exposition d'objets d'art dénommée Expo Écrin d'art. L'objectif de cette exposition est de rapprocher l'art de l'éducation. Pour cette édition, les fonds récoltés de la vente des tableaux sont destinés à la fondation d'Augustin qui les utilisera pour construire des écoles en zone rurale. Le récit de Mondésir Nascimento. L'art s'est déporté vers l'école Jules Verne d'Abidjan et y sera dans toute sa dimension pendant 1 mois. L'initiative est une collaboration entre la galerie Kinom et l'école Jules Verne. Une 2e édition de cette exposition d'objets d'art dénommée Expo Écrin d'art Acte 2 qui a rassemblé des productions de 10 acteurs et élèves. L'objectif est de rapprocher l'art de l'éducation. Pour cette édition, les fonds récoltés de la vente des tableaux sont destinés à la fondation d'Augustin qui les utilisera pour construire des écoles en zone rurale. Dans la mesure où les enfants ne vont pas vers l'art, nous allons faire venir l'art vers les enfants. C'est ainsi qu'on a eu l'idée de transformer le hall de l'établissement en galerie d'art pour que les enfants puissent visiter, apprécier le travail des artistes et puis développer aussi leur créativité et leur esprit critique. Nous sommes à la 2e édition. L'idée principale, c'est de rapprocher l'art des élèves pour leur donner l'envie. Pour la composition des exposants, nous avons une partie d'exposition off avec les élèves de Jules Verne qui ont participé à un atelier et des artistes, de jeunes artistes confirmés issus de l'INSAC. C'est très important que des enfants qui sont dans des écoles comme celle-ci, qui sont des écoles privilégiées, puissent voir un petit peu les réalités de l'éducation dans notre pays et savoir que tout le monde n'a pas la chance qu'eux. Et donc en leur montrant cette réalité, en les faisant participer, ça les rend responsables et puis ça leur permet de voir aussi la réalité des choses. Le conseil de ville lycéenne a collecté des dons auprès des visiteurs d'une valeur d'1 249 000 et les a remis à la présidente de la fondation d'Augustin, Sylvie Gomestano.
Allons à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, pour parler de littérature. Cicatrice est un roman qui explore les blessures infligées par l'amour tout en enseignant la résilience nécessaire pour surmonter les épreuves. À travers son écrit, l'auteur parvient à captiver ses lecteurs et mettre en lumière les précieuses leçons à tirer des chagrins amoureux. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Comme le souligne Marcel Proust, on ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. L'amour est incontestablement l'un des sentiments les plus précieux que l'on ne puisse offrir à son partenaire à condition qu'il soit réciproque. Toutefois, lorsqu'il est confronté à une rupture, il devient l'une des expériences les plus difficiles à surmonter car il implique un don total sans retour. Après un chagrin d'amour, il est essentiel de se relever comme on le ferait face à tout obstacle et de continuer à avancer. C'est dans cet esprit que Camélan Lauradien a dédicacé son premier roman intitulé Cicatrice. À travers cette œuvre, il invite à une prise de conscience face au chagrin amoureux, mettant en avant l'importance de la résilience. Pour l'auteur, cette dédicace revêt une signification particulière. Faut dire que Cicatrice est une œuvre qui appelle à la résilience après une difficulté, tant une difficulté amoureuse comme professionnelle. Et Cicatrice fait la promotion des thématiques phares aujourd'hui qui sont devenues comme des fleurs au sein de notre société. Et à travers Cicatrice, je veux motiver cette jeunesse-là, ou tout lecteur, à vouloir prendre en charge ses responsabilités pour pouvoir rebondir après une difficulté. La résilience est un point fort dans ce roman. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai retenu. Il est important de souligner que l'auteur a suivi un parcours riche et inspirant qui a nourri sa créativité et son écriture. Il encourage chacun à se procurer son livre et à mettre en pratique les conseils qu'il renseigne. Et pour terminer ce journal, je vous emmène au Nigeria. Le pays obtient le statut de partenaire des BRICS. Le Brésil, qui préside actuellement le groupe des pays émergents, fait du Nigeria le 9e pays partenaire du club des émergents. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la télé utile.